Bonjour, merci de nous avoir rejoints dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les grandes lignes de cette émission. L'enseigne Bricorama à Montigny-le-Bretonneux amenée à disparaître, c'est ce que le directeur régional de la marque a annoncé hier. Il indique souffrir de l'interdiction d'ouvrir le dimanche, contrairement à ses concurrents. Le ministère des Droits des Femmes organise la première semaine de l'égalité professionnelle. À cette occasion, la CGPME a organisé une conférence à Vélizy. Et puis la première industrie culturelle en France n'est pas la musique ni le cinéma, mais les jeux vidéo. Et nous verrons dans notre dossier de la semaine que les Yvelines représentent un territoire majeur pour ce secteur. L'entretien de la semaine sera quant à lui consacré au marché du médicament. De nombreux points font débat, la vente en ligne par des pharmaciens, la vente à l'unité ou encore la commercialisation dans les grandes surfaces. Sur ce plateau, nos invités nous feront part de leur position. Nous recevons Renaud Nadjaï, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président du syndicat des pharmaciens des Yvelines. Et face à vous, nous retrouvons Moustapha Larbaoui, bonsoir. Bonsoir. Qui est pharmacien à Trappes. On vous retrouve dans un instant et on passe pour l'instant à l'actualité économique de la semaine. On le disait dans les titres, fermeture annoncée de Bricorama à Montigny-le-Bretonneux. L'enseigne met en cause l'interdiction du travail dominical. Un reportage de Yolène Thorez et Elodie Moine. Au mois de décembre, ce magasin Bricorama de Montigny-le-Bretonneux sera désormais fermé. Privé d'ouverture le dimanche, depuis près d'un an, le magasin a vu son chiffre d'affaires diminuer. Nous constatons que nous n'avons pas de report des ventes que nous avions le dimanche sur le samedi notamment, et que les clients qui, puisque ils ont la possibilité, l'opportunité d'aller chez Leroy Merlin ou Castorama, qui eux restent ouverts le dimanche, eh bien on n'a pas de report de vente sur les autres jours de la semaine. Une concurrence que le magasin juge déloyale. Leroy Merlin et Castorama, à proximité, ont en effet obtenu une dérogation pour rester ouverts le dimanche. Selon le président du groupe Bricorama, depuis la fermeture le dimanche, le magasin perdait 100 000 € par mois. Un magasin qui emploie 23 salariés. L'objectif de la direction est de 0 licenciement. Les salariés, notre volonté, c'est de les reclasser dans d'autres magasins du groupe sur la région parisienne. Sylvie travaille depuis 23 ans dans ce magasin. Cette nouvelle, elle s'y attendait plus ou moins. Au départ, on devait rétrécir le magasin. Donc après, surprise, oui et non, quoi, parce que quand on est ancienne depuis l'ouverture du magasin, donc c'est sûr, j'aurais préféré qu'ils rétrécissent le magasin, c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça, hein, les travaux coûtaient trop cher, le chiffre d'affaires n'était pas au rendez-vous, donc c'est normal. Hein. C'est très très dur, mais bon. On va nous reclasser, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci, quoi. J'ai un peu peur d'aller travailler, par exemple, à Paris, prendre les transports en commun et tout, c'est sûr, mais j'aurai peut-être pas le choix non plus. Hein. Moi, j'ai demandé au plus près, parce qu'on nous a déjà demandé où on voulait travailler, donc j'ai demandé au plus près. Le premier, j'avais demandé voisin. Après, j'ai demandé Rambouillet, et après, s'il n'y a pas, ça sera dans d'autres magasins, on verra bien. Hein. D'autres, en revanche, semblent beaucoup plus inquiets quant à leur avenir. Emmanuel, lui, n'a pour le moment reçu aucune promesse de reclassement. Je ne suis pas sûr de retrouver tout de suite du boulot. Du jour au lendemain, je risque de ne plus y avoir de boulot. C'est la peur. L'impact de la fermeture dominicale pourrait ne pas s'arrêter là. 2 autres magasins, également dans le rouge, seraient eux aussi menacés. Celui de Voisins-le-Bretonneux n'est pas concerné par une fermeture. Le ministère des Droits des Femmes organise la première semaine de l'égalité professionnelle. Hommes et femmes ne sont toujours pas égaux face à l'emploi. Les écarts de salaire atteignent par exemple 27%. La Confédération générale des petites et moyennes entreprises, la CGPME, a réuni à Vélizy des chefs d'entreprise pour faire le bilan et parler du projet de loi qui est actuellement en train d'être adopté. La présidente du groupe Entrepreneuriat au féminin souhaiterait des améliorations. On l'écoute.
On est par exemple sur un congé parental qui va devoir être pris en 50-50. Aujourd'hui, un couple, entre guillemets, ne pourra plus choisir qui va prendre son congé parental. Ça sera forcément 50-50. Maintenant, les deux n'ont pas forcément toujours la possibilité de le faire. Donc, c'est de se battre sur ce type d'éléments. Et puis, si quelqu'un veut effectivement le faire, qu'il y ait des infrastructures à côté qui puissent l'aider à savoir comment faire. Donc, aujourd'hui, on est sur une vraie bataille de fond, d'arrêter de dire on met des quotas juste pour des quotas ou des pénalités juste pour des pénalités. Et d'abord de chiffrer cette nouvelle loi en disant, effectivement, proposer une nouvelle chose, c'est très bien, mais si on ne sait pas quels sont les moyens nécessaires et surtout qui va payer, il y a un moment donné, on sait que comme les autres lois, elles ne seront pas appliquées, hélas. Alors, autre point noir de cette loi, selon la Confédération, la limitation des marchés publics aux seules entreprises respectant les dispositions en matière d'égalité. Pour faciliter les démarches des petites entreprises qui pourraient être le plus impactées, la présidente de la CGPME a mis en place une charte labellisée pour valider, entre guillemets, leurs efforts. D'autres actions sont prévues, je vous propose de l'écouter. On va créer aussi un trophée féminin et on va avoir justement avec j'en parlais tout à l'heure, avec ce groupe de femmes, des petites émissions télé où on va faire passer des modèles femmes. Du gaz 13% moins cher, c'est ce que propose l'UFC Que Choisir. En juillet dernier, l'association a lancé un appel d'offres auprès de 7 fournisseurs de gaz naturel. Le but, de meilleures conditions contractuelles et le principe de l'enchère inversée. Plus les clients sont nombreux, plus les prix sont bas. L'Empiriste a répondu à l'appel. Les consommateurs ont jusqu'au 25 novembre pour s'inscrire sur le site gazmoincherensemble.fr. Et puis des bus électriques yvelinois vont circuler à Paris. Big Green, une filiale des autocars Dominique qui est basée à Buc, a remporté un appel d'offres auprès de la ville de Paris, devançant la RATP. Ces bus électriques circuleront dans le 15e arrondissement. Nous avions suivi des syndicalistes yvelinois le mois dernier à Paris. Ils manifestaient contre la réforme des retraites et notamment contre l'allègement progressif de la durée de cotisation, 41 ans et demi à 43 ans. Mardi, une nouvelle manifestation a eu lieu avant le vote à l'Assemblée nationale, mais le mouvement n'a pas fait flancher le gouvernement. La loi a été adoptée en première lecture. Et puis pour finir, nous fêtons aujourd'hui la 10e édition de Aime ta boîte. C'est un événement qui vise à renforcer la bonne ambiance au travail. Alors on a demandé à des habitants des environs si eux aimaient leur boîte. Je vous propose d'écouter leur réponse. Très bien, oui, ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Bah oui, j'aime bien ma boîte, on a une bonne ambiance et tout, donc oui c'est pas mal. Le patron est sympa et tout, on travaille bien en plus en ce moment. Ça se passe bien. Se sentir bien dans une boîte, c'est pas évident, c'est pas toujours heureux, c'est pas facile, dirons-nous. Oui, moi je me sens bien dans mon travail, oui, je suis dans l'informatique. Dans la joie et la bonne humeur, on espère. Non, ça se passe bien, c'est une petite structure, donc justement je leur ramène des petits pains au chocolat pour qu'ils travaillent mieux. Et nous allons maintenant nous intéresser au marché du médicament. Alors le secteur évolue. Du côté du commerce, depuis le 12 juillet, la vente en ligne est autorisée. Un débat est né dernièrement sur la possibilité pour les grandes surfaces de commercialiser des médicaments sans ordonnance. Pour le moment, le gouvernement s'y oppose. Pour baisser les coûts, une autre mesure encore est envisagée, la vente de médicaments à l'unité. Alors pour parler de ces 3 points, nous recevons sur notre plateau Moustapha Larbaoui. Bonsoir, vous êtes pharmacien à Trappes, et Renaud Nadjahi qui est président du syndicat des pharmaciens dans les Yvelines. Vous avez tous les deux des points de vue assez différents sur l'évolution de votre métier, on va le voir. Alors commençons par la vente en ligne. Depuis le 12 juillet, des pharmaciens peuvent ouvrir des sites et vendre jusqu'à 4000 médicaments en vente libre. Alors Renaud Nadjahi, je pense que vous souhaiteriez que cette vente soit strictement réservée aux officines. Pourquoi cela ? Non, je ne le souhaite pas. C'est la loi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut replacer le propos. C'est une ordonnance, une directive européenne qui a autorisé, compte tenu du classement du médicament, la possibilité de la vente en ligne des médicaments. La France a résisté pendant de nombreuses années et au 1er janvier de cette année, eh bien, on a ouvert la possibilité de pouvoir vendre des médicaments. C'est pas dispenser, c'est vendre des médicaments en ligne. Sans ordonnance, on le rappelle. Alors, dans un premier temps, c'était tous les médicaments qui étaient en libre accès, c'est-à-dire qui aujourd'hui sont déjà à la portée de la patientèle, à l'intérieur même des officines, avec une concurrence évidente sur les prix. Donc,
et que par l'intervention de certaines personnes, il y a eu un amendement et aujourd'hui, le juge a décidé que c'était ouvert à tous les médicaments à prescription facultative. Ça veut dire qu'on ouvre trop largement le champ du médicament. Le problème, c'est le manque de contrôle finalement face à vos clients. Le problème, c'est que le médicament est un produit actif. On commence à s'apercevoir que le médicament peut tuer s'il est mal utilisé. Eh bien, nous, pharmaciens, nous avons passé un doctorat d'État pour savoir ça, et non pas pour donner la leçon à qui que ce soit, mais juste pour accompagner la santé publique et essayer de travailler au mieux dans l'intérêt de la patientèle en fonction de pathologie. Alors, avant de vous faire réagir, Moustapha Labaoui, je vous propose d'écouter donc la seule pharmacienne qui est pour l'instant donc autorisée à vendre des médicaments en ligne dans les Yvelines. Elle reçoit jusqu'à 30 000 visites par mois. On l'écoute. Je pense que la vente en ligne de médicaments sera le quotidien collectif dans 20 ans, comme ça l'est aujourd'hui pour la vente en ligne de livres. En plus, c'est un assouplissement des règles de l'Europe. Et donc l'Europe est incontournable et nous sommes obligés de nous adapter. Et je pense qu'il faut que ce soit les pharmaciens qui aient les sites internet. Ça évitera justement toutes les contrefaçons et ça sécurise au niveau des patients. C'est très strict, mais il le faut. Alors là, je suis complètement d'accord là-dessus. On ne doit pas vendre déjà de médicaments qui sont sur prescription médicale. Et ce sont des médicaments de vente beaucoup plus courante que nous pouvons mettre. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça évite justement toutes les erreurs de dosage, je fais d'ailleurs très attention à ça, moi. Dans une commande, je regarde toujours s'il y a 2 médicaments qui ne sont pas compatibles entre eux, ou j'appelle le client, ou bien on communique par mail pour certains, mais pour savoir quelle est la raison. Alors donc Madame Chevalier a déposé son nom de domaine en 1997, comme quoi elle avait une vision à long terme. Moustapha Labaoui, est-ce que vous avez un peu le même avis? Il faut avancer, c'est dans l'ordre des choses, tout en sécurisant et en laissant finalement la vente en ligne aux pharmaciens seulement? Alors pour le coup, je ne reviens pas sur les propos de M. Nadjahi, puisque là-dessus on sera d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des règles, il y a des lois, elles ont été rappelées. C'est vrai que de toute façon, il y a un juge de paix au-delà de l'ordre ou du syndicat. Le juge de paix, ça reste le consommateur. Le destructeur de valeur final, c'est le consommateur. Et là, il ne s'agit pas d'opposer, encore une fois, l'économie. On est sur une émission d'économie. Donc il est vrai que l'économie prime de plus en plus. Et il ne s'agit pas d'opposer les deux. Ce que dit M. Nadjahi sur les principes, les grands principes de droit, et il y a une digue sur laquelle on ne pourra pas revenir, c'est bien évidemment la notion de sécurité. La notion de sécurité, vous l'avez à l'officine, par le circuit de distribution de médicaments. Cette fois-ci, on ne parle plus de vente, mais on parle de délivrance, et les mots ont un sens dans notre profession. La traçabilité des médicaments, voilà. Tous les repères, finalement, sont là pour la fiabilité de la délivrance du médicament. Là, il s'agit de parfaire un circuit de distribution qui serait celui, finalement, de rentrer dans nos nouvelles mœurs, notre façon d'acheter. À partir du moment où on est effectivement dans ce type de démarche, c'est-à-dire c'est un site qui repose sur une officine qui est identifiée, sur lequel le principe de sécurité et du médicament vendu cette fois-ci, avec toutes les sécurités possible, pour moi, ne me pose pour le coup aucun problème, d'autant plus que je suis plutôt pour l'expérimentation. On parlera tout à l'heure des ventes de médicaments à l'unité, mais c'est vrai que je suis plus sur ce principe-là. Avancer, on est un peu pris par le temps, justement, sur cette vente à l'unité. Un mot sur le site Internet. Il y a au moins un avantage, c'est que si de plus en plus de gens mettent leurs médicaments, on répète, de médicaments non remboursables, encore une fois, sans prescription. Il y a un avantage, c'est la comparaison au moins sur les prix, parce qu'ils existent également. Ça nous amènera peut-être sur un prochain débat sur la concurrence qui s'ouvre également hors circuit officinal. Alors justement, donc vous l'avanciez sur cette vente à l'unité. Donc pour l'instant, c'est encore à l'étude. Est-ce que déjà économiquement, est-ce que ce serait rentable ?
Parce que c'est un peu ça le but, finalement. Écoutez, économiquement, tout peut être rentable, ça dépend où est-ce qu'on met le curseur. La vente en ligne, la vente à l'unité du médicament, à un moment, il va falloir quand même rémunérer le pharmacien, son équipe, sur ce travail complémentaire, supplémentaire. Alors ça, c'est le côté économique. Mais encore une fois, est-ce que c'est le seul sujet? On a fait des avancées extraordinaires sur la sécurisation du médicament. Il y a dans les codes-barres le numéro de lot, la date de péremption, la possibilité de rappeler des lots. On l'a régulièrement. Rappelez-vous l'histoire du Lazilix, du Furosemide, Teva. On a mis des pictogrammes en fonction des interactions éventuelles ou des précautions à prendre. Moi, je pense aux personnes âgées. La France est un pays qui vieillit. Alors, il va falloir des loupes de plus en plus importantes pour qu'on arrive à voir le nom. Il y a la problématique des notices d'emploi qui sont une obligation pour le coup européenne. Comment on fait? Traçabilité qui devient vraiment compliquée. Il nous reste 1 minute peut-être pour répondre à cela. Je crois que vous avez testé, vous, la vente à l'unité. Alors moi, je l'ai testé, mais pour le coup, je l'ai testé à titre personnel, puisque c'était lors d'un voyage au Canada, il y a très longtemps de cela. Je l'ai testé, effectivement. J'ai eu une prescription de médicaments à l'unité. Je suis allé chez mon pharmacien à l'époque, dans une ville québécoise, et on m'a remis des médicaments à l'unité. J'ai eu ma prescription. Cela étant, ce n'est qu'un témoignage d'un passant. Celui du professionnel rejoint très nettement ce que vient de dire notre ami Monsieur Nadjahi. C'est vrai que je suis pour l'expérimentation, mais on va voir que ça va ouvrir des champs absolument monstrueux en termes de développement et de sécurisation. Il me semble aussi que le premier sujet, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Pour faire des économies en termes de récupération de produits. Eh bien, le premier sujet, c'est permettre aux pharmaciens d'accompagner la bonne utilisation du médicament. Donc la sécurité avant tout. Observance, c'est-à-dire que quand on prescrit pour 5 jours, eh ben, il faut les prendre pour 5 jours et pas pour 2. Parce que les 3 jours, on les met à la poubelle. Finalement, à bien doser. Et de la même manière qu'aujourd'hui, un médicament sort avec une autorisation de mise sur le marché, une dose et une durée de traitement. Eh ben, faut respecter ça. Très bien. Mais je vous remercie en tout cas à tous les deux. C'est un peu pris par le temps, mais merci d'être venus sur notre plateau pour débattre à ce sujet. Et on passe maintenant au dossier de la semaine. Merci. Le dossier de la semaine est consacré au marché du jeu vidéo. En 2011, les volumes de vente atteignaient 2,7 milliards d'euros en France et les Yvelines représentent un territoire clé du secteur des jeux vidéo. Nous sommes allés à la rencontre d'une entreprise et d'un centre de formation yvelinois. Des images de Michael Jarry et Jonathan Villeman. Première industrie culturelle en France en termes de chiffre d'affaires. Le marché devant celui du cinéma et de la musique, et les Yvelines en est un des territoires clés. Selon une étude du Centre régional d'observation du commerce, de l'industrie et des services, le CROCIS, 81% des effectifs sont situés en Île-de-France et près de la moitié d'entre eux dans notre département. L'éditeur de World of Warcraft, Blizzard, a par exemple décidé d'installer ses locaux à Versailles. L'année dernière, la ville avait accueilli des fans de tout le pays pour le lancement mondial du jeu vidéo StarCraft 2. Vincent Donden travaille dans le jeu vidéo depuis 14 ans. Jusqu'en 2008, il travaillait pour Vivendi Games Mobile à Vélizy, mais l'entreprise a fusionné à l'époque avec Activision. Sans emploi, il décide de fonder avec d'anciens collègues sa propre société, Bulkypix. Au démarrage, on était vraiment parti pour créer un studio de développement. Et très vite, ce qui s'est passé sur l'App Store, c'est qu'on a eu un succès qui était Hysteria Project et immédiatement derrière Maïbrut. De fil en aiguille, moi je me suis dit, pendant 7 ans avant, j'avais fait de l'édition, pourquoi pas reproduire, c'est le bon moment, il y a une fenêtre. Cette fenêtre, il faut s'engouffrer maintenant, puisqu'après, quand c'est plus l'heure, donc on y a été. Et finalement, petit à petit, on est venu de seulement producteur de contenu à éditeur pour des tiers. Et maintenant, on travaille avec, on va dire, environ une centaine de développeurs dans le monde. Car il y a 5 ans, le marché des jeux vidéo physiques décline au profit des jeux pour smartphones ou tablettes. Bulkypix s'est positionnée à temps. Elle enregistre chaque année de 100 à 200% de croissance et espère atteindre en 2013 5 millions de chiffres d'affaires. Dans ces bureaux, on crée de nouveaux jeux. Tout part d'un concept. Des game designers préparent un document de base avec règles du jeu, personnages et niveaux. Des graphistes conçoivent alors l'univers et les décors. Et les programmeurs, de leur côté, se chargent de la partie technique, les algorithmes.
Une fois qu'on a identifié le jeu et qu'on sait où on veut aller, on fait les estimations chacun dans les corps de métier et ensuite on part en production. Donc les graphistes, eux, ont une bonne vision de l'univers graphique du jeu et vont du coup faire les dessins, faire les animations, modéliser les personnages. Le game designer, lui, va faire ses réglages, faire ses niveaux. Et les programmeurs, nous, on est un peu en bout de chaîne puisqu'on va intégrer à la fois les réglages du game design, les niveaux du game design et les ressources graphiques faites par les graphistes pour assembler tout ça et arriver à faire un jeu ou une application. Dernier jeu développé, Astérix Megabaf. Bulkypix réalise également des jeux en coédition, voire pour le compte d'autres entreprises. Autre activité de la société, l'édition de jeux vidéo. Elle indique recevoir de 15 à 20 jeux par jour. Leur plus-value, les rendre visibles. La réalité, c'est que quand un jeu sort sur l'App Store ou sur les smartphones et tablettes, il y en a 1 sur 10 qui va réussir, ne serait-ce qu'à se rentabiliser. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de petites sociétés qui vont aller au casse-pipe et qui vont avoir investi leur argent, pas parce que le jeu n'est pas bon, mais parce qu'ils n'auront pas la visibilité suffisante à apporter au jeu. Donc nous, c'est la valeur ajoutée de Bulkypix, c'est de repérer les jeux de qualité et d'être capable de leur donner une visibilité auprès d'Apple, auprès de Google et des différentes plateformes digitales. Pour ce faire, Bulkypix compte sur une bonne étude de marché et une bonne communication grâce à son carnet de 11 000 journalistes, son réseau de professionnels du marché, mais aussi ses relations avec Google et Apple. Une équipe chargée du marketing et du business développement est d'ailleurs située à San Francisco. Mais surtout, il faut choisir le bon jeu. Comme on a les majors du disque, à côté de ça, il y a les labels indépendants. Nous, on est le label indépendant sur les smartphones et tablettes et dans le digital en général. Donc on essaye de trouver des jeux qui ont une patte, quelque chose de vraiment différent, et comme par exemple un jeu que l'on a sorti la semaine dernière qui s'appelle Type Rider et qui est numéro 1 sur l'App Store iPhone et iPad. Voilà. Donc c'est un jeu sur la typographie, c'est le genre d'expérience qu'on essaye de trouver. Type Rider était toute cette semaine numéro 1 des applications payantes sur l'Apple Store. Si les Français sont attirés par les jeux vidéo, le sont-ils également par les métiers de ce secteur? En Ile-de-France, on dénombre une trentaine de formations. À Trappes, l'école 3IS a ouvert en 2011 une formation spécifique. Elle propose de former des étudiants aux arts numériques, puis de se spécialiser en jeux vidéo ou en cinéma d'animation. La première promotion sortira cette année, mais sur les 30 élèves, seuls 10 ont choisi la spécialité jeux vidéo. A priori, ils n'arrivent pas en disant mon rêve c'est le jeu vidéo, pas forcément. Ils sont très très intéressés par le cinéma 3D, par les productions de DreamWorks, de Walt Disney, des Américains, aussi ce qui se fait en France, Moi moche et méchant, des choses comme ça. Et puis pour beaucoup d'entre eux, en fait, c'est une découverte parce qu'ils jouent beaucoup. Mais de jouer à passer derrière, il y a tout un monde et ça prend un petit peu de temps pour se rendre compte de ce que c'est vraiment que le jeu vidéo, quoi. William fait partie de ces élèves qui jouent mais qui aiment également les dessous des jeux vidéo. On va dire que le jeu vidéo, ça permet une interaction, ça permet de raconter une histoire, mais également de faire interagir le spectateur. Ça lui permet de découvrir l'univers avec ses propres yeux, mais on va également pouvoir le guider, on va pouvoir lui mettre des énigmes, on va pouvoir le piéger. Donc c'est aussi une partie très intéressante, je trouve, dans le jeu vidéo qu'on n'a pas dans le cinéma d'animation. Durant ces 3 années, William a appris les bases académiques, le dessin classique, la perspective, la lumière, la scénographie, puis les bases de la 2D et de la 3D, comme sur ces logiciels. Cette tête, on l'a modélisée une fois, on l'a dupliquée avec différentes expressions de visage, toujours avec le même nombre de points. Et à chaque fois, on a demandé à cette tête, sur la contrainte par exemple circonspect, d'avoir l'expression qui a été modélisée. Et donc du coup, il permet d'avoir un morph, une modification entre les deux avec toutes les transitions, ce qui permet comme ça d'animer plus simplement. Pareil pour triste. Voilà, et ainsi de suite. Ce passionné de jeux vidéo ne se fait pas de soucis pour son avenir. Il est persuadé qu'il y aura de la place pour les jeunes. Pourtant, en France, on ne compte que 5000 personnes dans ce secteur. Mais les choses pourraient évoluer. C'est si on se limite vraiment au secteur du vidéoludique, c'est-à-dire du divertissement. Mais le jeu couvre des secteurs beaucoup plus vastes que ça. Le jeu couvre des secteurs en entreprise, dans tous les secteurs de l'industrie sur le serious game. Le jeu est en train de pénétrer dans les musées. Aujourd'hui, on ne fait plus une exposition, on fait un parcours d'exposition. C'est-à-dire qu'on fait appel à quelque chose qui est du domaine du jeu, de tourner à gauche, tourner à droite, que va-t-il se passer. Donc je crois que dans les débouchés, il ne faut pas se contenter de penser aux grosses sociétés, aux jeux mobiles. Il faut voir que c'est un mode d'interaction qui devient indispensable dans nos sociétés, quel que soit le secteur dans lequel vous évoluez.
Bulkypix produit déjà jeux et applications pour des marques ou des agences de communication. L'autre diversification de ce marché repose sur les nouveaux supports, PS4, Xbox One et bien d'autres encore. Tout le monde disait le PC mort alors que la plateforme Steam est en train d'exploser et ils ont annoncé ce qu'ils appellent les Steam Machines, qui sont ni plus ni moins que des gros PC de salon qui vont être disponibles l'année prochaine. Et après, il y a des choses un petit peu plus spéciales qui arrivent, comme des lunettes de réalité virtuelle, l'Oculus Rift, qui vont annoncer des grosses révolutions dans le jeu vidéo. Et c'est pareil, on est déjà très clairement en train de regarder ce qu'on peut faire. Donc, je dirais qu'on est au début d'un nouveau cycle économique et c'est un petit peu ça le jeu vidéo. Là, on était un peu dans la grosse crise et fin de cycle et là, on a toutes les portes qui sont ouvertes devant nous. De petites révolutions qui ouvrent bien des perspectives. Le gouvernement souhaite d'ailleurs soutenir ce secteur. Fleur Pellerin, ministre déléguée à l'économie numérique, multiplie les annonces. Création de quartiers numériques, partenariat avec Ubisoft dont une aide financière de 3,5 millions pour l'État et création d'un groupe de travail au Sénat. Ce dernier préconise notamment de renforcer l'offre de capital risque à ces entreprises. Et c'est la fin de ce Fil Éco. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. Bonne soirée.